Et si on abolissait l'héritage? C'est fini, héritage, il n'y a plus. Voilà. Ah non, pas plus, non. Ou plutôt, si on permettait d'hériter autrement. Cette idée paraît aujourd'hui incongrue à énormément de monde. Et pourtant, elle a été sérieusement théorisée et considérée par des philosophes et autres intellectuels des siècles derniers, et ce, dès la Révolution française. Penser collectivement que l'on doit forcément hériter de l'intégralité du patrimoine de notre famille, c'est le retour relativement récent d'une idée qui semblait révolue à une certaine époque. Et pour cause, l'héritage a été l'un des principaux facteurs de reproduction des inégalités tout au long de l'histoire. Il a été redistribué, notamment au cours du XXe siècle, lorsque les règles ont changé, avant de se reconcentrer drastiquement ces dernières décennies en France. Résultat, plus le temps passe, plus il vaut mieux hériter que mériter. On ne parle pas de quelques trajectoires individuelles d'exception qui pourront toujours nous être opposées, mais de faits sociologiques, statistiques. La part du patrimoine issu d'un héritage est passée de 35% dans les années 70 à près de 60% aujourd'hui selon le Conseil d'analyse économique. Plus le temps passe, plus le patrimoine que les citoyens détiennent provient de leur héritage et pas de leur travail. Résultat, pour celles et ceux qui n'héritent pas ou peu, il est très compliqué de sortir de leur classe sociale, voire impossible. On voit comment le capital se concentre dans certaines familles, mais tout ça il n'y a pas d'opération divine derrière tout ça. Et pourtant, la taxe sur les successions reste l'une des plus impopulaires en France, y compris chez les gens qui ne seront jamais taxés. D'après les enquêtes, il y a 76% des Françaises et des Français qui trouvent l'impôt sur l'héritage injuste. La grande majorité de celles et ceux qui regardent cette émission ne paieront jamais la moindre taxe sur l'héritage. Et oui, 85% des successions en France ne sont pas soumises au droit de succession, selon le ministère de l'économie, notamment grâce à des abattements et des exonérations. Quand on nous dit que la majorité des héritages sont surtaxés, c'est donc factuellement faux. Et les responsables politiques qui se battent pour plus de concentration du patrimoine et la préservation des intérêts des plus riches ont tout intérêt à diffuser ce discours sur l'héritage. Pour beaucoup de gens, hériter, et parfois c'est le fruit d'une vie de travail, où vous avez un pavillon, vous pouvez céder à vos enfants, et les enfants ne peuvent pas le reprendre parce qu'il y a encore trop de taxes. Donc moi, je ne crois pas que la solution soit dans l'augmentation de la taxation. Ce discours qui fait appel à l'émotionnel, à la question de la transmission tout court, et qui fait aussi référence au thème très dur de la perte de celles et ceux que l'on aime. Quand on a travaillé dur, qu'on a payé ses impôts, au nom de quoi devrait-on interdire à ces familles de transmettre à leurs enfants le fruit d'un travail de toute une génération? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de vouloir que ces enfants commencent un peu plus haut que l'endroit où soi-même on a commencé? Évidemment que l'on veut, dans l'idée, pouvoir imaginer hériter d'un logement familial dans lequel on a tous ses souvenirs, par exemple. Seulement les cas où ce n'est pas possible, ce n'est pas la majorité. Ça existe, mais ce n'est pas la règle pour la majorité des gens. Aujourd'hui, ceux qui paient le moins de taxes sur l'héritage, ce sont les ultra-riches qui jouent de tout un tas de niches fiscales et de règles pour pouvoir transmettre un immense patrimoine à leurs enfants en payant que très peu de droits de succession. En théorie, les super-héritages devraient être taxés autour de 45% environ, qui est le taux qui s'applique au-delà de 1,8 million d'euros. Mais en réalité, ces grands héritiers ne payent en moyenne que 10% d'impôts, grâce à diverses niches fiscales et exonérations. Et tout ceci a des conséquences immenses. Une concentration des richesses, des pertes fiscales majeures pour l'État qui auraient pu être investies dans les services publics, par exemple. Cet état de fait pose une question. Quel type d'héritage voulons-nous? Un héritage collectif qui profite à tous ou quelques très gros héritages individuels qui participent à la concentration des richesses et nous mènent à redevenir une société d'héritiers, comme le souligne le Conseil d'analyse économique. Ces réflexions philosophiques et économiques n'ont évidemment pas de réponse simple et unilatérale. Et dans cette émission, nous n'allons pas dire ce qu'il faudrait faire, car ce n'est pas notre rôle. En revanche, nous pouvons faire le point sur la réalité de l'héritage en France, ses règles, son histoire, et surtout l'histoire des penseurs qui ont proposé autre chose. C'est toute l'idée du livre de l'universitaire Mélanie Plouvier, autrice de L'injustice en héritage, qui retrace l'histoire des penseurs de l'héritage. Alors faut-il abolir l'héritage, ou simplement modifier les modalités de transmission? Comment pourrait-on faire? On en parle tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast.
Mélanie Plouvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes spécialiste de la philosophie sociale et politique du 19e siècle et vous coordonnez le projet Philérite, la philosophie de l'héritage, financé par l'Agence nationale de la recherche. Aujourd'hui, vous publiez ce livre, L'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine aux éditions La Découverte. Et avant qu'on aille plus loin, évidemment que j'ai envie de vous poser la question de pourquoi cette thématique, pourquoi ce projet aussi, Philérite. Quel est l'apport de la philosophie sur un sujet qui est tout de même éminemment économique ? Alors, le point de départ de l'ouvrage, c'est le diagnostic contemporain de retour de l'héritage et des inégalités qu'il engendre. Alors, qu'est-ce qu'une philosophe peut dire de l'héritage ? Elle peut, en tant que philosophe sociale et politique, réfléchir au type d'injustice induite par l'héritage. Et voilà, en philosophie sociale, on réfléchit au sein des théories de la justice à ce qu'est une inégalité, est-ce qu'il existe des inégalités justes, injustes, et donc il est normal que la philosophie se saisisse de cette question de l'héritage. Alors, au sein du projet Philérite, ainsi que dans l'ouvrage, le pari a été aussi d'ajouter la dimension histoire des idées, se tourner vers le passé pour voir ce qui a été pensé autrefois de l'héritage et par là même se rendre compte de ce qu'on ne parvient plus tout à fait à penser. Ce que vous montrez, c'est que l'héritage, contrairement aux idées reçues, ne va pas de soi. Et que dans la société dans laquelle on a évolué, on a tendance à penser que c'est normal. On produit le fruit de son travail, on va accumuler des richesses et on veut la transmettre à ses enfants. Ça n'a pas du tout toujours été pensé de cette manière. La population et surtout les penseurs, les philosophes, mais aussi des responsables politiques n'ont pas toujours eu cette vision-là. Et c'est même assez récent. Et c'est ça qu'on va essayer de dérouler un petit peu. Et dans toute la deuxième partie de votre ouvrage, vous montrez les propositions qui ont été faites à une abolition de l'héritage. Donc c'est quand même assez... ça peut paraître en tout cas aujourd'hui très très radical. Mais avant qu'on détaille un peu cette histoire des idées, j'aimerais qu'on vienne sur la réalité de l'héritage en France pour qu'on comprenne les enjeux. Pourquoi on vous parle d'héritage aujourd'hui à Blast alors qu'on l'a quand même déjà fait. Eh bien, alors là, je cite un petit bout de l'introduction de votre livre. Vous expliquez tout au long du 19e siècle, les 10% les plus riches détenaient en France 80% à 90% du patrimoine total. Les 1% les plus riches de 45 à 60% du patrimoine total. En comparaison, la concentration patrimoniale est aujourd'hui moindre qu'elle n'était au 19e siècle. En France, en 2010, les 10% les plus riches détenaient 62% du patrimoine total, et donc non plus 90%. Les 1% les plus riches en possédaient 25%, et donc non plus 60%. Le nouveau fait est l'émergence d'une classe moyenne patrimoniale qui est passée de la détention de 5% du patrimoine total au 19e siècle à 35% aujourd'hui. Mais vous écrivez, les inégalités patrimoniales ont ainsi baissé entre le 19e siècle et aujourd'hui, mais elles sont reparties à la hausse depuis les années 70. Et ça, c'est tout le travail de Piketty sur lequel vous revenez et dont on a aussi déjà parlé à Blast. Les enquêtes successives réalisées par l'INSEE sur le patrimoine des ménages révèlent que la part du patrimoine total détenu par les hauts patrimoines ne cesse de croître. La moitié la plus pauvre de la population ne possède hier comme aujourd'hui presque rien à transmettre. Et ça, vraiment, on insiste. C'est le point de départ du livre. C'est de bien comprendre qu'il y a bien la moitié de la population qui n'a absolument pas intérêt à ce qu'il n'y ait pas de taxe sur l'héritage. Au 19e siècle, comme aujourd'hui, les 50% les plus pauvres détiennent moins de 5% du patrimoine total. Le plus grand nombre ne possède et ne transmet presque rien. Un chiffre le résume, celui de l'héritage médian. Si l'on classe les héritages reçus du plus petit au plus grand, celui qui partage la population en deux parties égales est aujourd'hui d'un montant de 70 000 €. En d'autres termes, 50% des individus héritent de moins de 70 000 € de patrimoine tout au long de leur vie, et parmi ceux-là, une large fraction n'hérite d'aucun patrimoine. Donc ça, c'est vraiment un point de départ qui était un peu long, mais qui est très chiffré, qui est très précis dans votre livre. La majorité des gens n'ont pas intérêt à ce qu'on continue à transmettre le patrimoine de cette manière, et pourtant, la majorité des gens sont hostiles à la taxation de l'héritage, y compris chez les plus pauvres. Pourquoi ? Alors, c'est effectivement un fait surprenant, mais qui témoigne de notre attachement profond à la transmission familiale du patrimoine. Nous sommes attachés
à l'héritage familial et collectivement, nous sommes très défavorables à la fiscalité successorale. Sondage d'opinion après sondage d'opinion, enquête sociologique après enquête sociologique, le constat semble être celui-ci. L'impôt successoral est de tous les impôts le plus détesté par les Français. C'est aussi l'impôt le plus surestimé, avec des erreurs d'évaluation qui peuvent être massives. Si on fait un petit sondage autour de soi, très souvent on entend ce chiffre assez fantasmagorique de 45% de taux d'imposition. Je me permets de préciser. Effectivement, dans ce chiffre, ce taux d'imposition existe. Il concerne les transmissions de plus de 1,3 million et uniquement pour la partie qui dépasse le 1,3 million. Autant dire que ce 45% en fait concerne très peu de transmissions et n'est jamais pratiqué. N'est jamais pratiqué sur le total parce qu'en fait sur le total exactement très exactement parce que on prend les tranches inférieures, donc tout ce qui est en dessous d'1,3 million n'est pas taxé à 45%. Donc on a un chiffre, une imposition très largement fantasmée, surestimée. On a aussi une sous-estimation des inégalités de patrimoine. Nous avons tendance à surestimer les inégalités de revenus, mais à sous-estimer les inégalités de patrimoine. Donc on voit vraiment des effets de distorsion. Là où est le fait surprenant, c'est que ceux-là même qui auraient intérêt à une forte taxation de l'héritage, et qui plus est à une taxation fortement progressive, à savoir les classes populaires, sont également contre la fiscalité successorale. Et là, il y a quelque chose de surprenant dans la mesure où ces classes populaires auront moins de 70 000 euros à transmettre et n'auront pas donc d'impôt à payer vu qu'il y a un abattement de 100 000 sur les 100 000 premiers euros. D'accord ? Et puis, si vous recevez de la part d'une personne. D'une personne, qui plus est. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs enfants et qu'il y a, mettons, 2 parents, en fait, c'est à diviser par enfant. Exactement. Et de la part d'une personne. Donc, si vous êtes dans la situation où vous recevez d'un parent moins de 100 000 euros, vous n'allez pas être, vous ne payez pas d'impôt du tout parce qu'il y a un abattement. Cette situation, elle concerne beaucoup de monde dans la mesure où elle concerne plus de 50% de la population, vu que l'héritage médian est à 70 000 euros. Je pense que juste, c'est quand même important de le préciser, là, ce que vous venez de dire, cet ordre de grandeur, parce qu'à chaque fois qu'on fait des émissions sur l'héritage, on a des commentaires de gens qui nous disent « Oui, mais moi, donc il y a toujours un cas personnel, j'ai dû malheureusement me séparer de la maison de mes parents pour telle ou telle raison ». Et en fait, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où déjà on se retrouve enseveli, entre guillemets, sous les taxes que certaines personnes ont vraiment vécues, en fait, vous êtes dans une partie privilégiée de la population. Et c'est comme ça, c'est un fait statistique. Et beaucoup de gens, parfois, parce qu'ils sont dans cette classe moyenne, parce qu'ils n'ont pas forcément des hauts revenus, ils ont l'impression d'être lésés, d'être volés, mais ils se trouvent de facto dans une partie de la population qui hérite et qui est minoritaire. Qui a du patrimoine, et effectivement, le patrimoine est très inégalement réparti. Et vraiment, quand on prend la focale de l'héritage, ce qu'on voit, c'est que beaucoup, une majorité reçoit très peu, quand une minorité reçoit énormément. Alors la question est peut-être, que vous posiez, est la suivante. Pourquoi ceux-là même qui auraient intérêt à un impôt sur les successions fortement progressif, ils sont défavorables? Je pense qu'on y voit là la marque de notre attachement profond à l'égard de l'héritage ou de la transmission familiale du patrimoine. On pointe souvent des effets de méconnaissance, ce qu'on vient de dire, la surestimation, etc. Je ne pense pas que ça suffise à expliquer. Juste, j'aimerais qu'on termine, puisqu'on a commencé à quand même rappeler ce qu'était la réalité de la transmission du patrimoine en France. Vous avez parlé des 45% qui ne sont quasiment jamais appliqués. Vous expliquez que quand on rapporte la valeur totale des successions transférées chaque année en France, sur une année, en montant total de droits des successions payées, on obtient un taux effectif moyen en France d'imposition successorale de moins de 5%. Donc, dans les faits... Quand on passe aux lignes, en ligne directe, donc les transmissions parents-enfants, Clément d'Herbécourt a montré que c'était même moins, c'est moins de 2%. Donc, c'est vraiment... effectif moyen. Donc, c'est quand même vraiment extrêmement peu. Donc, en fait, c'est les chiffres officiels. On peut pas nier cette réalité-là. Donc, vous dites, dans les raisons qui font que les gens sont quand même globalement opposés à quelque taxation de l'héritage que ce soit, il y a cette partie d'ignorance, mais ça suffit pas à l'expliquer. Ça suffit pas à expliquer. Je pense qu'il
qu'il y a une construction politique. Le mouvement anti-taxe aux États-Unis a fait ses armes contre la fiscalité successorale. Ça a vraiment été son premier cheval de bataille, avec des requalifications de l'impôt sur les successions qui ont traversé l'Atlantique. On parle d'une taxe sur la mort. Et je pense que, voilà, déjà... c'est quelque chose qu'on entend en France aussi. Oui, qu'on entend en France et qui immédiatement déprécie cette taxation. À la douleur de la perte d'un proche viendrait s'ajouter la taxation qui viendrait priver les individus des biens que leurs parents leur transmettent. Vient aussi des États-Unis l'argument de la double taxe, c'est-à-dire l'idée que les revenus du patrimoine ont déjà été le patrimoine a déjà été taxé au cours de la vie, il serait taxé une seconde fois. Voilà, il y a eu un ensemble de requalifications de l'impôt sur les successions qui contribuent fortement à sa dépréciation. Mais surtout, vraiment cette construction politique, je pense qu'il ne faut pas la minorer. Et je pense que la pauvreté de notre imaginaire social et politique aujourd'hui contribue fortement à la fermeture des possibles. Si on pose la question, comme le font les sondages, êtes-vous pour ou contre l'impôt sur les successions ? Voulez-vous à la mort de vos parents être taxés sur leurs biens ? Bien sûr, que les gens vous disent que non. Si on commence à modifier un peu la donne, si on commence à dire, est-ce que vous préférez que vos enfants, à votre mort, au passage, quand vous aurez 60 ans, on va y revenir, est-ce que vous préférez que vos enfants, quand ils auront 60 ans, reçoivent vos économies donc ils les reçoivent à 60 ans, ou est-ce que vous préférez qu'à 25 ans, ils reçoivent une dotation en capital égale qui serait distribuée également parmi la population? Là, je pense qu'on commence déjà à réfléchir. Et vous voyez, ce qui enclenche la réflexion, ce qui permet de suspendre quelque peu notre attachement profond, qu'il ne s'agit pas de nier à l'égard de la transmission familiale du patrimoine, c'est la pluralisation des possibles. Nous ne pensons pas d'alternative à l'héritage familial. Nous sommes enfermés dans une focale unique et c'est à mon sens, cela qui contribue fortement à l'aversion à l'égard de la fiscalité successorale. Et c'est ce que fait ce livre, c'est d'élargir les possibles, c'est de montrer qu'il y a des grands penseurs, des grands philosophes qui ont déjà, il y a plusieurs siècles, pensé un tout autre système et que encore aujourd'hui, nous on parle beaucoup de Thomas Piketty qui a été donc un économiste qui s'est énormément exprimé sur cette question-là, qui a fait des propositions, mais en fait il y en a aussi de nombreux autres effectivement qui rencontrent finalement peu d'écho médiatique et encore moins d'écho politique. Donc c'est de ça dont il est question aujourd'hui, c'est d'essayer d'élargir les possibles. On va revenir encore une fois sur l'enjeu que ça pose avant d'aller sur les propositions, qui est, vous avez commencé à l'évoquer, le creusement des inégalités. Puisque c'est ça derrière l'enjeu massif, c'est quel type de société on veut. Et on est aujourd'hui dans une société où les inégalités continuent à se creuser. Vous écrivez, les 10% les plus riches détiennent en France 70 à 80% des actifs financiers et professionnels. Une société d'héritiers est une société très inégale dans laquelle une part conséquente de la population possède et transmet peu, quand des fractions les plus riches détiennent la majorité du patrimoine, en particulier certains types de capitaux non détenus par le reste de la population. Or, une telle société d'héritiers tend à creuser mécaniquement les inégalités qu'elle engendre. Comme l'a montré Piketty dans le Capital au XXIe siècle, ces sociétés sont en effet caractérisées par un taux de rendement du capital plus élevé que le taux de croissance de l'économie. Les détenteurs de patrimoine ne cessent, ce faisant, de voir leur capital s'accroître de manière significative, simplement en récoltant les dividendes. Ce rendement du capital étant plus élevé que ne l'est la croissance économique, les revenus du travail progressent plus lentement que les revenus du capital, ce qui renforce la dynamique inégalitaire. Et aujourd'hui, on en est là, parce qu'on en parle beaucoup de ces chiffres de challenge chaque année, où on a des fortunes toujours plus importantes, et c'est extrêmement lié à la question de l'héritage. En fait, ce que vous montrez, c'est qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et alors là, vous rappelez les évaluations de l'économiste André Masson, qui est un spécialiste des conséquences économiques du vieillissement de la population, qui nous dit qu'en 1820,
on héritait en moyenne à l'âge de 25 ans. Et aujourd'hui, on hérite plutôt quand on est proche de la retraite. Et lui dit, c'est ce qu'on appelle la seniorisation de l'héritage. Quel problème ça pose en rapport avec tout ce que je viens d'expliquer, enfin de citer de votre livre un peu plus tôt, en termes de reproduction des inégalités? On ne peut pas penser le poids de l'héritage sans le mettre en rapport avec le poids du travail. La question est la suivante. Qu'est-ce qui permet de se constituer un patrimoine ? La réponse aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est que c'est de plus en plus l'héritage qui permet de se constituer un patrimoine. Ça veut dire c'est de moins en moins les revenus du travail, c'est de moins en moins l'épargne depuis les revenus du travail. C'est les revenus du capital. C'est les revenus du capital. Ça dessine une société dans laquelle il est plus aisé de réussir en héritant que en travaillant. Et par là même, mécaniquement, il y a une dévalorisation des diplômes, de l'effort, du travail, de l'avancement dans la carrière. Nous sommes une génération où, par nos seuls efforts, par notre seul travail, nous ne parvenons plus à nous constituer des patrimoines équivalents à ceux de nos grands-parents. Et donc, vraiment, il ne faut pas décorréler la question de l'héritage de celle du travail, première chose. Seconde chose, qui aggrave le diagnostic, en un sens qui rend notre situation pire que celle du 19e siècle. C'est effectivement ce que j'ai appelé la seniorisation de l'héritage, en appuyant sur les chiffres d'André Masson. Vous l'avez dit, en 1820, on héritait en moyenne à 25 ans. Pensez au personnage de Balzac. Les héritiers, ce sont des jeunes. Et le risque, c'est le jeune qui reçoit, le jeune homme de 25 ans qui dilapide sa fortune, qui consomme littéralement à grande vitesse la fortune parentale. Aujourd'hui, on hérite en moyenne en pleine propriété à 60 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'héritage, aujourd'hui, ce sont des flux économiques qui vont de personnes très âgées vers des personnes âgées, et que le moment où on reçoit un héritage, c'est le moment, en gros, où on part à la retraite. Qu'est-ce que ça implique ? Que les usages ne vont pas être les mêmes. On le devine assez facilement, on fait pas tout à fait la même chose d'un capital à 60 ans ou à 25 ans. Et effectivement, les retraités qui reçoivent aujourd'hui majoritairement les héritages ne le dilapident pas, comme pouvait le faire le jeune aristocrate du 19e siècle. Mais en l'injectant dans l'économie, en fait. Il le sécurise. Ce que montre très bien André Masson, c'est que il le sécurise. Ces retraités sécurisent leur épargne, enfin ces sommes héritées, dans des investissements de court terme. C'est ce que André Masson appelle la crispation patrimoniale, pour le dire d'un mot simple. C'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent qui dort dans des placements à 6, 7, 8 ans, qui, grosso modo, immobilier ou assurance vie, qui est un des placements favoris des plus de 60 ans. C'est de l'argent, et par là même, qui ne contribue pas à financer les besoins urgents qui sont les nôtres, dont la crise économique. Et je voudrais, il ne s'agit pas de jeter le blâme sur les personnes de plus de 60 ans. Déjà, tous ne sont pas héritiers, mais en plus, pourquoi font-ils cela ? Pourquoi sécurisent-ils leur épargne ? Parce qu'ils ont la crainte de leur très grande dépendance à venir. Et on peut se dire, on voit déjà ici poindre une idée sur laquelle on reviendra sûrement, celle selon laquelle il ne faut pas décorréler héritage et état social. C'est sur la base de la fragilisation de l'état social que l'héritage devient si important. Et concrètement, s'il y avait un service public de la grande dépendance, peut-être qu'il n'y aurait pas ces stratégies de sécurisation. Donc, première conséquence de cette seniorisation de l'héritage, les usages. Les seniors font dormir, on va dire, ce patrimoine hérité, alors même que les besoins de financement sont énormes. Second problème, ça pose un problème de justice intergénérationnelle. Concrètement, les jeunes générations se trouvent comme en attente. Et le problème, c'est que nos jeunes vont devoir attendre très longtemps. Je me permets de donner un chiffre parce qu'il est édifiant dans votre livre. Vous rappelez que la France est riche, même très riche, d'un capital privé net d'environ 14 000 milliards d'euros. On n'arrive même pas à se le représenter. C'est 5 fois, si je ne me trompe pas, le PIB
le PIB annuel de la France, quoi. C'est absolument colossal. Les dépenses de l'État social, c'est environ 300 milliards d'euros. Donc là, on a 14 000 milliards d'euros qui sont donc un capital privé net. Et parmi ces 14 000 milliards d'euros, il y a 60% qui sont détenus par des plus de 60 ans. Donc 8 500 milliards d'euros qui sont détenus par des plus de 60 ans. Qui du coup ne dorment, enfin qui sont de l'argent qui dort, comme vous dites, et qui ne répondent pas et ne permettent pas de répondre aux besoins massifs d'investissement dans l'avenir. Et donc là, on a vraiment l'inégalité générationnelle qui est extrêmement frappante. Et je pense que ça, vous voyez, ces deux éléments, cet élément démographique, seniorisation de l'héritage, avec corrélé au fait que ce sont les baby boomers cette génération des baby boomers qui se situe au-delà des 60 ans, et les sommes en jeu. Quand on regarde ces sommes, la Fondation Jean Jaurès a publié une note en novembre 2024 dans laquelle il montre que d'ici 2040, il va y avoir 9 000 milliards d'euros qui vont être transmis. C'est ce qu'ils appellent la grande transmission. Et donc là, on est dans une configuration totalement inédite où effectivement, il va y avoir une grande transmission qui est en train de s'opérer à un petit nombre. À un petit nombre de personnes âgées. Les jeunes se trouvent très largement mis de côté, alors même que les jeunes générations aujourd'hui sont parmi les plus pauvres de la population. Et de ce point de vue, l'inversion est totale par rapport aux années 1950, où c'était plutôt les personnes âgées qui se trouvaient vulnérables en termes de ressources. Là, aujourd'hui, ce sont nos jeunes. Donc, le second problème, c'est ce problème de la justice intergénérationnelle. Concrètement, les jeunes générations se trouvent aujourd'hui confrontées à une insertion sur le marché du travail bien plus compliquée que ce qu'ont connu leurs parents ou leurs grands-parents. Ils connaissent des carrières beaucoup plus fragmentées que celles de leurs parents et de leurs grands-parents. Et en plus, ils voient se reculer l'horizon d'une situation patrimoniale. Je voudrais ajouter un point qui me paraît extrêmement important. Il y a une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire que nos représentations de l'héritage, par là même, ne sont plus corrélées, ne sont plus attachées à la réalité de l'héritage. Concrètement, si on réfléchit, on se demande, si on essaye de se représenter un héritier aujourd'hui, quand on pense à l'héritage aujourd'hui, à quoi pense-t-on ? On pense à ses enfants et on pense à ses enfants jeunes. On pense, mes enfants quand ils auront ou quand ils accéderont à la majorité ou à 18, 25 ans. Mais les représentations du moment où on hérite sont encore celles du 19e siècle. Ce qui est très intéressant, c'est que les justifications qu'on apporte à l'héritage sont corrélées à cette représentation. Quand ceux qui justifient l'héritage, ou nous-mêmes quand nous essayons de justifier cette institution, tout un chacun, nous pensons à quoi ? On se dit, non, je veux transmettre à mes enfants parce que je veux que mes enfants commencent plus haut que je n'ai moi-même commencé. On se représente l'héritage comme un point de départ. Mais ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, l'héritage, c'est un point d'arrivée. Un point d'arrivée à 60 ans, c'est en fin de carrière, c'est à la fin. Et donc, je crois vraiment que nous sommes dans une situation nos représentations sont faussées, elles ne sont pas adaptées à cette réalité démographique et patrimoniale. Nous continuons de penser l'héritage comme un point de départ, alors que c'est un point d'arrivée. Et encore une fois, tout le monde n'hérite pas. Enfin, moi, je pense qu'il faut quand même insister sur le fait que la moitié de la population n'hérite de quasiment rien. Et que ces personnes-là partent dans la vie avec... parce que l'héritage... Là, on va vraiment parler de l'héritage économique. L'héritage, c'est quand même évidemment beaucoup plus que ça. Le capital de Bourdieu, quoi. Toutes ces personnes-là sont souvent lésées, en fait, sur tous les plans. Et... pourtant, elles continuent à défendre d'une certaine manière la transmission de patrimoine qui leur coûte cher, puisque, vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne rattrape pas son retard en patrimoine par la force de son travail, ou en tout cas statistiquement extrêmement peu. Et j'insiste, parce qu'à chaque fois, on a dans les commentaires des gens qui vont nous dire « Oui, mais moi, j'ai eu cette trajectoire sociale où je connais quelqu'un qui, ça relève de l'exception. C'est vraiment pas du tout ce que produit ce système-là. » Et alors, maintenant qu'on a dressé cet état des lieux,
à savoir que l'héritage est très peu taxé en France, contrairement aux idées reçues. En moyenne, 2%. Hein, c'est quand même vraiment en ligne directe. Donc, que le patrimoine est très inégalement réparti, que ce soit sur le plan des classes sociales, mais aussi et surtout sur le plan des générations, et que finalement, c'est les générations les plus âgées qui aujourd'hui détiennent l'immense majorité du patrimoine, pendant que les plus jeunes soit sont en attente de cet héritage, soit sont en attente de aucun héritage, puisqu'ils n'en auront jamais. Maintenant qu'on a dressé cet état des lieux, on constate qu'il y a encore de nombreux responsables politiques qui défendent la lutte contre la taxation de l'héritage, contre cette taxation successorale. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Et alors là, on va revenir sur ce qui est le cœur de votre ouvrage, sur cette histoire de l'héritage. Encore une fois, à titre personnel, quand je pensais à l'héritage, je pensais à Piketty qui a beaucoup parlé de ça, et pas beaucoup la manière dont ça a été mis en place. Vous vous rappelez que ça date de la Révolution française et que c'est à partir de 1790 en France que tout patrimoine transmis doit être déclaré et enregistré par le fisc. Donc là, ça c'est vraiment le point de départ. Mais que l'impôt successoral qui est mis en place pendant la Révolution française, donc ça va vraiment être un impôt injuste puisque c'est un impôt proportionnel. Le même pourcentage s'applique à tout le monde, quel que soit le montant transmis, et c'est un pourcentage extrêmement faible puisque c'est 1% pour les transmissions en ligne directe entre les parents et les enfants, jusqu'à 5% pour les successions collatérales vers les frères, les sœurs, neveux, nièces, oncles, tout ça. Et ce n'est qu'avec l'adoption de la loi du 25 février 1901, donc là on fait un petit bond dans le temps, après plus de 10 années d'intenses débats parlementaires, écrivez-vous, que la fiscalité successorale va devenir progressive, c'est-à-dire que c'est les taux c'est pas les taux qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est le principe qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le même taux d'imposition en fonction qu'on hérite de peu ou qu'on hérite de beaucoup. Comment est-ce que ça a commencé, cette idée que l'héritage devait être au centre, en tout cas l'impôt sur l'héritage devait être au centre de plus de redistribution, ou même de distribution, dites-vous. Pourquoi est-ce que c'est né pendant la Révolution française ? Alors, effectivement, la Révolution française a été vraiment structurante. C'est en fait quand j'ai commencé à travailler, j'ai voulu comprendre d'où venait notre système, non seulement juridique, le droit successoral, mais aussi fiscal en matière d'héritage. Et le moment de naissance, c'est effectivement la Révolution française. Alors, c'est en décembre 1790 qu'est mise en place la fiscalité successorale telle qu'on la connaît encore en grande partie aujourd'hui sous la forme de ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. Et si vous me permettez, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce moment de fondation. Que font alors c'était des députés révolutionnaires, dont La Rochefoucauld, le duc de La Rochefoucauld, qui travaillaient dans un comité d'imposition et qui ont inventé notre système fiscal moderne. Leur problème était le suivant. L'impôt était associé, et l'aversion à l'égard de l'impôt était liée à l'Ancien Régime, à la royauté. Et donc toute la question à laquelle ils étaient confrontés était celle de savoir comment, et par ailleurs les caisses de l'État étaient vides, donc il fallait trouver de l'argent, il fallait remettre en place un système fiscal. Leur question était la suivante: comment peut-on créer une fiscalité républicaine qui ne soit pas une fiscalité féodale associée à l'Ancien Régime? Alors, le duc de La Rochefoucauld propose des choses, je pense que nous devrions tous relire ces textes. Il propose déjà de changer de nom. Il dit on devrait bannir ce terme d'impôt et parler de contribution publique, parce qu'en fait, l'impôt, c'est ce qui permet de construire un bien commun. Je pense que si nous avions cette vision-là aujourd'hui, peut-être que beaucoup de l'aversion fiscale disparaîtrait. Mais concrètement, si on veut des hôpitaux, si on veut des routes, si on veut des écoles pour nos enfants, et oui, il faut de l'impôt. Ça s'appelle une contribution au bien public. Donc il y a cette idée-là. Et en matière d'héritage, leur diagnostic est le suivant. Le problème de la fiscalité d'Ancien Régime, c'est qu'elle était arbitraire, qu'elle n'était pas universelle. Certains avaient à payer, d'autres non. C'est-à-dire qu'on ne payait pas la même chose selon qui on était, noble, clergé, tiers-état. On ne payait pas la même chose selon le type de bien transmis. Et il y avait ce qu'on n'appelait pas encore des exonérations, mais il y avait des moyens selon qui on était, de ne pas payer l'impôt. Et donc, ce que disent les révolutionnaires, c'est que si on veut mettre en place une fiscalité successorale républicaine, démocratique,
il faut qu'elle soit universelle. Tout le monde la paye, quel que soit le bien transmis et quel que soit le montant transmis, il faut payer cet impôt. Alors, je pense souvent au discours de La Rochefoucauld quand je vois la liste des exonérations et exemptions qui, aujourd'hui, mitent littéralement, c'est le terme du rapport du Conseil d'analyse économique de décembre 2021, qui s'appelle « Repenser l'héritage », dans lesquels les 4 auteurs démontrent que la fiscalité successorale française, aujourd'hui, est littéralement mitée par des exonérations et des exemptions. Des niches fiscales. Voilà, qui sont si vous voulez, ce sont vraiment des moyens légaux de ne pas payer l'impôt. Et ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est que les auteurs montrent combien les types d'actifs concernés par les exonérations et exemptions sont des types d'actifs détenus par les classes les plus aisées. Quand on met, par exemple, le diagnostic du rapport du Conseil d'analyse économique en rapport avec le discours de La Rochefoucauld de 1790, on ne peut avoir qu'une conclusion. Nous sommes revenus à une forme de fiscalité successorale féodale. La loi organise des privilèges. Et je pense que ce système à nouveau féodal contribue énormément à l'aversion à l'égard de la fiscalité. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Après, il n'en reste pas moins, effectivement, que la Révolution française a mis en place un impôt seulement proportionnel, donc le même pourcentage, et puis en plus un pourcentage assez bas, 1%, pour toutes les transmissions, et qu'il a fallu attendre plus d'un siècle, 1901, pour que se mette en place un impôt progressif, c'est-à-dire que le taux augmente selon le montant du patrimoine transmis, et c'est cette progressivité qui permet d'avoir des effets redistributifs. La question que je me suis posée dans l'ouvrage, c'est celle de savoir pourquoi. Parce que les députés qui se sont occupés d'affaires d'héritage, et c'est pas des petits noms, Mirabeau, Robespierre, Pétion de Villeneuve, enfin, c'était une question qui était vraiment débattue à l'époque. Qui était centrale. Qui était centrale quand on regarde les débats parlementaires de la Révolution française, la question de l'héritage et revient récurrentement. Enfin, aujourd'hui, c'est pas quelque chose dont on discute en permanence dans le débat public. Là, à l'Assemblée, on en discute. J'ai fait les relevés, on en discute beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces députés avaient sous la main l'outil de la progressivité. Ça existait déjà. Il y avait Condorcet avait publié un mémoire sur l'impôt progressif, donc ils auraient pu aller vers l'impôt progressif sur les successions. Ils vont pas vers ça. Et ce qui est tout à fait surprenant, et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais je suis contente de l'avoir compris, il s'agit vraiment de rentrer dans les représentations des acteurs pour essayer de comprendre ce qui se joue. Leur proposition est plutôt la suivante, et Robespierre est un de ceux qui la défend la plus ardemment. Ce que ces auteurs nous disent, c'est que l'impôt n'est pas forcément l'outil le plus adéquat pour réduire les écarts de fortune en matière de succession. Et ce qu'ils proposent plutôt, c'est le droit successoral. Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant que j'ai essayé de déployer. C'est cette idée que finalement, le droit successoral peut permettre, si le législateur le décide, de réduire, nous dit Robespierre, l'extrême disproportion des fortunes. Ce sont ces termes. Alors, la proposition est surprenante parce qu'on ne voit pas immédiatement comment. Ce que ces auteurs nous permettent de penser, c'est que le droit successoral constitue en fait une certaine distribution des richesses. Avec le droit successoral, le législateur dispose d'un outil de distribution des patrimoines à la mort des individus. Et ça, cette idée, nous l'avons mais complètement oubliée. En d'autres termes, le droit successoral est déjà économique. C'est une certaine allocation des ressources. C'est le droit successoral, en fait, qui détermine à qui les biens doivent aller à la mort. Et par exemple, la loi de Nivose, elle fait en sorte que le patrimoine aille systématiquement vers les plus jeunes. Le patrimoine, vraiment, c'est des mécanismes de distribution du patrimoine qui vont vers les jeunes ou qui morcellent le patrimoine. Est-ce qu'on peut revenir juste vraiment pour être bien clair sur la distinction entre impôt et droit successoral ? Je vais le faire avec Robespierre encore, si vous me permettez. Ce que dit Robespierre, c'est que le droit successoral constitue un ensemble de lois, alors c'est surprenant, douces et efficaces,
pour réduire l'extrême disproportion des fortunes. Qu'est-ce qui se passe quand on... Et je réponds à votre question sur la distinction entre impôt et droit successoral. Comment fonctionne l'impôt ? L'impôt, c'est l'héritier qui le paye. D'accord ? En droit français, c'est pas le cas aux États-Unis, mais en France, l'impôt successoral est payé par celui qui a reçu l'héritage. En d'autres termes, on lui a le droit successoral. Voilà, le droit successoral transmet, fait que c'est cet individu-là qui hérite, et ensuite est prélevé l'impôt. Donc, en d'autres termes, la logique de l'impôt, si vous voulez, est vraiment une logique que je qualifie de redistributif, en ce sens que d'abord, l'héritage est transmis à l'individu qui doit, et une partie est redistribuée pour corriger à la marge les inégalités. Cette solution paraît insatisfaisante aux révolutionnaires. Pourquoi ? Parce que, en particulier, vous voyez, elle prend le système de l'impôt, avec sa logique redistributive, prend acte d'une distribution très inégalitaire et elle corrige à la marge. On est dans ce qu'on pourrait appeler un traitement palliatif des symptômes. On ne cherche pas la cause des inégalités, on soigne les symptômes des inégalités. Les révolutionnaires veulent aller plus loin. Et pour eux, l'instrument adéquat, c'est le droit successoral. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent agir sur la distribution inégale elle-même en opérant, par la voie législative, une autre distribution. Et ce que dit Robespierre à travers cette expression surprenante, loi douce et efficace, on se dit mais comment ça pourrait être doux et efficace ? Ce qu'il dit, c'est que en fait, on parvient à travailler à l'égalisation. On va pas aller vers une égalité parfaite, mais on réduit les inégalités. Comment ? En profitant de ce moment assez surprenant qu'est la mort et qui entraîne une suspension des droits. Le mort n'est plus, il est poussière. Et il y a comme une vacance très momentanée des droits pendant laquelle le législateur peut agir et opérer une autre distribution. Le point assez formidable que souligne Robespierre, c'est que on meurt inéluctablement, donc ça se fait progressivement, mort après mort, cette distribution opérée par la voie du droit successoral. Et donc voilà, c'est l'idée qui est intéressante et qui, alors qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui ? Il y a quand même cette idée que vous voyez ce qu'arrive à faire Robespierre, ce que fait aussi Mirabeau, c'est que il n'y a aucune évidence que le droit de propriété du propriétaire perdure par-delà sa mort, ça s'éteint à la mort. Et donc, d'autres possibles, on peut envisager d'autres choses comme destin du patrimoine pour après la mort de leur propriétaire. Oui, et l'héritage, ce que vous montrez, est vraiment vu, puisque vous le rappelez, effectivement, il y a beaucoup de débats sur cette question qu'on n'aurait pas du tout aujourd'hui. C'est vu comme un levier de transformation de la société. C'est vu comme un outil extrêmement puissant, et ça va l'être. Puisque là, on refait un saut dans le temps, et on arrive au début du XXe siècle, où on a cet impôt, ce droit successoral avec un impôt progressif sur la transmission du patrimoine, qui va permettre une redistribution des richesses et une réduction des inégalités. C'est pour ça qu'on revient quand même à ce qui a été dit au tout début de cette émission, qui est que il y a eu une réduction des inégalités en grande partie grâce à ça. Exactement. Et à la manière dont, justement, on va pouvoir accéder on va pouvoir construire aussi un système public redistributif fort. Et c'est à la fin du XXe siècle que là, à partir des années 70 notamment, que ça va vraiment se dégrader et qu'on va revenir vers une concentration du patrimoine et vers une transmission de plus en plus forte. On revient un peu sur cet état d'esprit qu'il y avait à l'époque, qui était très différent. Alors, vous citez tout un tas de débats, de mesures qu'il y avait. Il y en a une qui a un peu attiré mon attention, qui est celle de Pierre-Jean Agier, qui est un juriste, qui propose, pendant cette période de la Révolution française, de rendre obligatoire l'adoption d'enfants pauvres par les riches. Alors, en quoi consiste cette mesure exactement ? Et puis, qu'est-ce qu'elle dit, encore une fois, de cet état d'esprit où vous dites on veut s'attaquer à la source, en fait, on veut s'attaquer à la manière dont on redistribue le patrimoine de quelqu'un à son décès. Oui, c'est une proposition vraiment tout à fait surprenante. J'ai sauté sur mon siège quand je l'ai découvert à la Bibliothèque nationale de France. Donc, Pierre-Jean Agier propose en 1793, il soumet, c'est pas simplement qu'il propose, il soumet un projet de loi.
On aimerait voir des projets de loi de ce type aujourd'hui. Donc concrètement, sa proposition, son projet de loi, c'est plusieurs dizaines d'articles de loi. Enfin, c'est détaillé, c'est complet. Hein. Alors qu'est-ce qu'il propose exactement? Il propose que l'adoption d'enfants pauvres soit obligatoire pour toute famille riche, avec un certain niveau de patrimoine, avec ce chiffre surprenant de 3, c'est-à-dire que si jamais une famille riche a déjà un enfant biologique, elle devra en adopter 2. Et l'idée est la suivante, que tout patrimoine soit divisé en 3. Alors pourquoi Agier propose-t-il cela? C'est parce que l'aristocratie, face au mouvement législatif qui est déjà en cours, qui vise à imposer le partage égal, alors qu'avant, sous l'Ancien Régime, c'était l'aîné mâle qui recevait l'essentiel du patrimoine. Les révolutionnaires mettent en place la règle du partage égal. Ça veut dire que désormais, le patrimoine parental est divisé à égalité entre les enfants, autant pour les cadets que l'aîné, autant pour les sœurs que pour les frères. Face à ce mouvement législatif, la noblesse, l'aristocratie avait commencé à mettre en place une stratégie démographique qui était celle de l'enfant unique. Et donc, parce que la meilleure manière de continuer à concentrer le patrimoine, c'est n'avoir qu'un enfant. Et donc, la proposition d'Agier, elle vise à combattre cela, empêcher que finalement la concentration patrimoniale perdure via ces stratégies de l'enfant unique. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, cette proposition d'Agier nous choque. On imagine des enfants pauvres qu'on irait mettre obligatoirement dans des familles riches. Ça correspond pas, en tout cas, du tout à notre conception de la parentalité. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est une des modalités que Agier propose pour son projet de loi. Il dit, lui, il est convaincu que on est dans un moment où, à la Révolution française, où la famille se redessine et où il y a énormément de propositions autour de l'adoption, au-delà de la simple proposition d'Agier. Donc, il y avait cette idée qu'on pouvait aussi réformer, transformer la famille au-delà de la famille naturelle, biologique, de la descendance naturelle. Et l'adoption faisait partie de ce dispositif. Alors Agier est convaincu que il suffit d'encourager, que la noblesse, les familles riches se plieront à cette adoption obligatoire, mais il prévoit une modalité que je qualifie de post-mortem pour sa proposition, et c'est ça qui me paraît très intéressant. Il dit, si les familles riches ne veulent pas adopter de leur vivant, pas de problème. Elles n'y sont pas obligées de leur vivant. Par contre, à la mort, si elles ne l'ont pas fait, alors un juge des familles déterminera des enfants d'adoption vers qui une partie du patrimoine ira. En d'autres termes, reprenons l'exemple de notre famille riche avec un seul enfant biologique. Cette famille riche n'est pas obligée d'adopter de son vivant. Par contre, si elle ne le fait pas de son vivant, à la mort, un juge de famille déterminera 2 enfants pauvres vers qui ira respectivement un tiers et un tiers du patrimoine. Et là, la proposition, d'un seul coup, elle change de tonalité. En fait, oui, c'est une manière de distribuer autrement le patrimoine. Et ce qui est extrêmement intéressant, et qui constitue le fil directeur des propositions que j'ai étudiées dans l'ouvrage, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Agier nous donne à voir la nécessité d'une instance publique, là ici le juge de famille, qui permet d'agir sur les causes des inégalités, qui permet au moins de poser la question comment transformer ce système et ce système très inégalitaire. Et il faut une instance publique pour opérer une distribution autre. Alors ça, c'est encore une fois, des modalités, des courants de pensée. Ça montre le débat d'idées, en fait, qu'il y a déjà à l'époque et qui n'est pas du tout celui qu'on a aujourd'hui sur cette question de l'héritage. Vous, dans la deuxième partie du livre, vous faites 3 grands focus sur 3 grandes pensées de l'abolition de l'héritage, de très grandes personnalités qui ont vraiment théorisé
autre chose. On peut pas revenir dans les détails de tout. C'est un livre qui est vraiment très dense intellectuellement. Quand on se plonge dedans, il y a vraiment énormément de détails. On n'a pas le temps de revenir sur tout, mais j'aimerais qu'on en dessine un peu les axes et qu'on comprenne un peu les différentes directions qui ont été prises par ordre chronologique. Vous commencez par la proposition de Fichte, qui est un des grands philosophes de l'idéalisme allemand et qui lui va proposer ce bouleversement de l'héritage familial. Et il va proposer à la place une forme de socialisme, puisqu'il propose de transférer l'héritage à l'État socialiste pour garantir aux travailleurs de nouvelles protections et des droits inédits. En quoi est-ce que ça consistait, cette théorie ? Et effectivement, Fichte propose une théorie, plus exactement deux théories, mais propose une théorie surprenante de l'État socialiste légataire qui reçoit les héritages. Alors, il faut d'emblée préciser que ce sur quoi travaille théoriquement Fichte, c'est la question de la transmission des moyens de production. Et ça, c'est un bouleversement qui s'opère au début du XIXe siècle. Cette idée que tous les biens ne sont pas équivalents et que là où se posent peut-être de manière plus cruciale les problèmes de transmission, c'est quand ce que l'on transmet, c'est un moyen de production. Parce que c'est pas simplement un bien, c'est un bien qui permet à d'autres individus de travailler. Et il y a vraiment une réflexion particulière sur les règles qui doivent être celles de la transmission des biens, des moyens de production. Donc, ce que propose Fichte, c'est que concernant les moyens de production, non, ça ne se transmet pas privativement au sein de la famille. Fichte fait un grand partage. Les fruits du travail peuvent, dans une certaine mesure, être transmis à l'intérieur de la famille, mais les moyens de production ne le peuvent pas. Et il propose, au contraire, un système socialiste au sein duquel, en fait, les moyens de production, en tant qu'ils assurent une fonctionnalité sociale, à la mort, reviennent à l'État qui les redistribue à d'autres individus qui vont les mettre en gestion. Et donc apparaît sous la plume de Fichte cette idée finalement qui nous paraît surprenante, mais qui était assez répandue au XIXe siècle, cette idée que la propriété individuelle, tout particulièrement celle des moyens de production, enfin concrètement l'entreprise, l'usine, ce qui permet de produire, la propriété des moyens de production, même quand elle est mise en gestion mise en administration, administrée par des individus, l'est sur fond de concessions sociales. C'est-à-dire que les enjeux de ces outils de production sont tels qu'on ne peut pas confier ça uniquement à des particuliers. Et derrière, il y a la critique d'un mythe de la propriété individuelle, de la propriété privée, qui définit un droit absolu de l'individu sur ses biens, comme si l'individu pouvait en faire absolument ce qu'il voulait. Ce que nous disent les auteurs que j'ai étudiés dans mon ouvrage, c'est mais non, mais c'est pas possible en fait. Ils peuvent pas. Le propriétaire ne peut pas faire absolument ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux sociaux. On pourrait ajouter aujourd'hui des enjeux écologiques à ces moyens de production. On ne peut pas les confier à l'arbitraire d'un seul individu. Et alors, les auteurs que j'ai étudiés ne sont pas partisans d'un collectivisme intégral. Ils sont pas forcément non plus partisans d'une étatisation de tous les moyens de production. Mais ce qu'ils s'efforcent de penser, théoriser, c'est cette mise sous mandat, en fait. Oui, on peut avoir une propriété privée, mais cette propriété privée, elle est pour le seul temps de vie. Durkheim a une phrase absolument formidable parce qu'elle nous donne à voir un truisme qu'on ne prend plus comme truisme. Il dit « la propriété individuelle commence avec l'individu et finit avec l'individu ». Si vous y réfléchissez bien, oui, propriété individuelle, temps de vie de l'individu, ça paraît rationnel, raisonnable, mais nous l'avons complètement oublié. Et donc, en dehors de ce temps de vie de l'individu,
il y a une propriété sociale, et ça change tout en fait. Parce que si je suis propriétaire absolu, effectivement, je peux faire à peu près ce que je veux de mes biens. Si je suis propriétaire individuel sous concession sociale, je reçois un mandat. Je peux pas faire absolument ce que je veux. Donc ça, c'est une des idées qui apparaît par exemple chez Fichte. Ça, c'est cette idée qui va apparaître et qui va connaître un écho, ou en tout cas une réponse, dans les années 1830, un peu plus tard, chez les Saint-Simoniens. Alors les Saint-Simoniens, c'est les disciples de Saint-Simon. Et alors eux, ils vont avoir une position abolitionniste totale, quasiment, de l'héritage. En quoi consiste, pareil, en quelques mots, leur doctrine? Alors, les Saint-Simoniens se prononcent en faveur de l'abolition de l'héritage. Et en même temps, si vous voulez, abolitionnisme, tout de suite, ça fait peur. Ça fait peur. Mais quand on rentre, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le chapitre que je leur consacre, quand on rentre dans le détail de leur théorie, en fait, la revendication abolitionniste, elle est de façade, ou plus exactement, elle masque ce qu'ils font. Concrètement, je parlerai plutôt de socialisation de l'héritage que abolition de l'héritage, parce que bien évidemment que les biens continuaient à être transmis. Simplement, ce qui se joue sous leur plume, c'est un élargissement des destinataires de l'héritage. Ce qu'ils condamnent, c'est le système qui prévalait antérieurement et qui vaut encore aujourd'hui, dont on a fait le diagnostic, à savoir la transmission héréditaire du pouvoir économique. Au passage, ils ont une remarque très intéressante. Ils disent, finalement, la Révolution française s'est arrêtée en chemin. Parce que la Révolution française, la Révolution française a aboli la transmission héréditaire du pouvoir politique, le pouvoir royal qui se transmettait du monarque à son fils aîné. Elle a aboli la transmission héréditaire des offices publics. Les fonctions publiques se transmettaient aussi héréditairement, mais elle s'est arrêtée en chemin. Elle n'a pas aboli la dernière transmission héréditaire, la transmission héréditaire du pouvoir économique. Et donc, ce qu'il propose, c'est de substituer cette transmission héréditaire du pouvoir économique, de lui substituer un autre système où ce qui prévaut à la distribution des biens, ce n'est plus l'hérédité, mais, disent-ils, la capacité. Ce qu'ils appellent le principe de capacité. En d'autres termes, il faut, elle est revigorante leur pensée, parce que ce qu'ils nous disent, c'est, mais réfléchissons juste à quelle distribution quelle distribution nous souhaitons du patrimoine. Est-ce qu'on est si sûr que ça, que la transmission sur le principe de l'hérédité est juste et bonne économiquement? Et ce qu'ils nous donne à penser, c'est la nécessité d'une réflexion collective sur la manière dont il conviendrait, selon le type de société que l'on souhaite, la manière dont on pourrait distribuer les patrimoines à la mort. Alors, j'en donnerai, ils font plusieurs propositions, je m'appuierai juste sur une, celle que propose le chef de file des Saint-Simoniens, aujourd'hui très largement inconnu, qui s'appelle Prosper Enfantin. Prosper Enfantin propose que les biens à la mort aillent à une banque publique d'investissement qui les redistribue à ceux qui ont le plus la capacité de les mettre en valeur. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne à voir, encore une fois? Ça donne à voir combien nous avons besoin d'une instance publique. Vous voyez, on retrouve cette idée d'une instance publique qui va présider à cette nouvelle distribution des ressources. Et alors, une autre, encore une fois, un peu plus tard, une des propositions abolitionnistes de l'héritage les plus détaillées, c'est celle d'Émile Durkheim, que vous venez de citer. Et vous ouvrez le chapitre qui lui est dédié justement avec cette citation « L'hérédité de la richesse implique comme contrepartie l'hérédité de la misère ». Donc on est toujours sur ce même diagnostic, parce qu'on parle beaucoup de ceux qui ont du mérite en France. Et on implique que ceux qui disposent de beaucoup de biens ont mérité ce qu'ils ont, ou ils l'ont eu, voilà, de par leurs parents, ils méritent ça, mais ça implique que ceux qui n'ont rien le méritent également. Et on a un peu tendance souvent à oublier cette partie-là. Alors lui, voilà, il propose aussi d'abolir l'héritage familial, et cette fois-ci de le transférer aux organisations de travailleurs. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Il propose de limiter la propriété individuelle au seul temps de la vie de l'individu. Là encore, en quoi est-ce que ça consiste, et en quoi ça diffère aussi des deux autres propositions dont on a parlé un peu plus tôt? Alors, je pense que parmi les théories que j'ai étudiées, la théorie qui pousse le plus loin la socialisation de l'héritage, c'est celle d'Émile Durkheim. Alors, Émile Durkheim propose effectivement le transfert de l'héritage familial
au groupement professionnel réorganisé. Pour le dire en un mot, imaginez, aujourd'hui, ça donnerait quelque chose comme le transfert de l'héritage aux organisations syndicales. Alors, c'est fou. Aujourd'hui, si je vous dis héritage, vous ne pensez absolument pas à syndicat. Sachez que la proposition de Durkheim n'était pas une proposition excentrique et isolée. Hein. J'ai recensé, il y a pas mal d'auteurs qui défendaient ce type de position. Alors, qu'est-ce qui est en jeu aux yeux de Durkheim? Pour lui, effectivement, je l'ai dit, on vient de le rappeler, la propriété individuelle doit se limiter au temps de vie de l'individu. Et après, avant et après, il y a une forme de propriété sociale qui passe par les organisations du travail. Lien totalement surprenant entre héritage et travail, mais Durkheim pousse le curseur encore plus loin. Ces sommes doivent être gérées, administrées démocratiquement par les représentants d'employeurs et les représentants d'employés. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est que la socialisation de l'héritage doit permettre l'advenue d'une forme de démocratie économique, avec concrètement, à la mort d'un individu, par exemple, son entreprise va à l'organisation professionnelle qui délibère de ce qu'il convient d'en faire. Cette organisation peut décider, par exemple, cette organisation professionnelle peut décider de mettre en valeur elle-même par exemple, l'entreprise. Ça voudrait dire que le syndicat, alors qui comprendrait des employeurs et des employés, mais dans la perspective durkheimienne, cette organisation professionnelle devient un acteur à part entière sur le marché du travail, mais surtout, ça entraîne une délibération démocratique sur ce qu'il convient de produire, dans quelle quantité, selon quelle modalité. En d'autres termes, les travailleurs se trouvent appelés à la table des discussions pour réfléchir à ce qu'il convient de produire, pourquoi faire, et vraiment dans nos temps de crise écologique, je pense que un tel pouvoir démocratique conféré aux travailleurs pourrait également changer la donne. Donc, premier élément très intéressant, la socialisation de l'héritage comme moyen, comme modalité de la démocratie économique, conférant des nouveaux droits très concrètement, dans notre système capitaliste, la propriété privée des moyens de production entraîne le fait que les travailleurs eux-mêmes n'ont absolument pas leur mot à dire sur la production. Pire, dans notre système capitaliste, la propriété privée des moyens de production fait que vous, moi, nous n'avons pas non plus notre mot à dire sur les modalités de production. Je ne décide pas des chaînes de production, je ne décide pas de comment un tel produit est fabriqué. Oui, ça pourrait être autrement. On pourrait délibérer démocratiquement sur ce qu'il convient, par exemple, de produire. Durkheim nous donne une voie pour ça, via la socialisation de l'héritage. Mais là où Durkheim va encore plus loin, c'est que il propose que ces sommes issues de l'héritage familial et transférées au groupement professionnel servent à financer de nouveaux droits sociaux. Alors on est fin du 19e siècle, il y a très peu de protections à l'époque, les protections existantes sont surtout des protections assistentielles, on s'occupe des pauvres, voilà, le département s'occupe des pauvres, mais il y a pas des droits, des garantistes, il y a pas la garantie de droits, c'est plus tard, au cours du 20e siècle et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale que l'État social va être mis en place, mais au 19e siècle, on est dans ce moment où s'élabore théoriquement l'État social. Et Durkheim propose, au sein de cette nébuleuse théorique autour de l'État social, de l'émergence de l'État social, il propose une voie tout à fait singulière et complètement oubliée, à savoir financer les droits sociaux, non pas exclusivement par le travail, mais par l'héritage. En d'autres termes, ce qu'il propose, c'est que les morts cotisent, que l'argent des morts, et on l'a dit en début d'émission, combien cet argent des morts devient de plus en plus conséquent en volume, que cet argent des morts serve à financer
la garantie de nouveaux droits. Alors à l'époque de Durkheim, ces droits, c'est des droits à la santé, des droits à la retraite qui n'existent pas encore, mais aujourd'hui, ça pourrait être d'autres types de droits, des droits à un environnement sain, des droits à un logement décent, voire même des droits à la prise en charge de la grande dépendance. Et ce que je trouve assez formidable dans la proposition de Durkheim, c'est ce lien qui est tissé entre héritage et état social. Je voudrais juste en dire un mot, mais ce dont on se rend compte en lisant ces auteurs, et là encore, on l'a oublié, ce dont on se rend compte, c'est que on peut pas penser les protections familiales isolées des autres protections. Vous me demandiez pourquoi sommes-nous tant attachés aujourd'hui à l'héritage ? Précisément parce que les autres protections ont été affaiblies. Nous sommes attachés à la transmission familiale du patrimoine parce que l'état social nous protège moins. Et alors, quand on lit tout ça, quand on se rend compte de la richesse du débat intellectuel au fil des derniers siècles, ça a duré, on comprend que ces auteurs sont très lus, très écoutés, qu'on discute de leurs propositions, c'est pas anecdotique. Évidemment qu'on finit par se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous rappelez de cet héritage intellectuel, pour le coup, nous paraît totalement étranger. Et j'ai hâte de lire la section commentaires vraiment de cette émission, parce que je pense que ça paraît complètement fou. Et la position du journalisme aujourd'hui dans une émission comme celle-ci, c'est pas de dire qu'il faut faire ça, parce que ce n'est pas notre rôle, mais simplement d'élargir le champ des possibles et de rappeler qu'il existe des alternatives, qu'il y a des gens qui ont pensé des alternatives, qu'il y a des personnes qui pensent aujourd'hui des alternatives, à qui on a déjà donné la parole sur ce plateau, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, Thomas Piketty, avec qui on avait aussi parlé d'héritage. Il y a de nombreux chercheurs, en fait, qui essaient d'imaginer d'autres modèles. Comment en sommes-nous arrivés à un point où c'est aussi inaudible? Parce que ces propositions sont quand même globalement inaudibles, à quelques exceptions politiques près, mais ça reste très minoritaire dans le débat public en France en 2025. Pourquoi vous arrêtez pas de le dire d'ailleurs, on a complètement oublié pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'apport en fait concret de tous ces personnages que vous venez de décrire? Alors, merci pour cette question qui est une vaste et difficile question. Alors, sur le pourquoi, alors qu'il y a eu tant de propositions, une telle force de propositions, pourquoi ont-elles été recouvertes par l'oubli? Je pense quand même qu'il faut prendre la mesure de ce qu'a permis l'impôt sur les successions. Si on parle de retour de l'héritage, aujourd'hui, c'est parce que dans les années 1950, on en était sortis. On parlait même d'une société de fin de l'héritage. Et ça, grâce, vous l'avez dit, à la fiscalité progressive sur les successions. Donc, il est normal, dans les années 1950, si vous voulez, que l'héritage n'ait pas l'actualité que cette institution avait au 19e siècle. Le problème, c'est aujourd'hui. Pourquoi on en parle peu aujourd'hui, alors que précisément, il y a retour de l'héritage? C'est plutôt ça la question. Je pense que nous sommes dans une configuration intellectuelle où nous prenons... je ne dis absolument pas qu'il faut transposer telles quelles les propositions du 19e siècle. Par contre, ce que je dis, c'est qu'elles interrogent nos évidences. Concrètement, en lisant ces propositions, on se rend compte que nous n'interrogeons plus la transmission familiale du patrimoine alors qu'on le faisait antérieurement. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé, c'est-à-dire que je me suis laissée affecter par la force déstabilisante de ces propositions. Elles nous surprennent, elles nous donnent à voir ce que nous ne parvenons plus à penser. C'est pas si facile en fait de déstabiliser. C'est pas si facile de douter. C'est pas si facile de se laisser, en tout cas de suspendre nos évidences. C'est pas un mécanisme facile. Et là, ces théories, nous y aident. Donc après, je pense aussi que nous sommes dans un moment où, voyez par exemple, si on revient à la question de l'aversion à l'égard de la fiscalité successorale, nos hommes politiques, nos hommes et femmes politiques aujourd'hui ont deux possibilités. Soit prendre cette aversion à l'égard de la fiscalité successorale pour un fait, une donnée, qu'on ne peut pas modifier, soit essayer de les changer. Essayer de changer ces représentations. Et ça suppose vraiment un travail de mise en suspension de nos évidences. Et je suis désolée, mais les théories que j'ai étudiées dans l'ouvrage nous y aident grandement.
Bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Mélanie Plouvier d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre « L'injustice en héritage. Repenser la transmission du patrimoine », un ouvrage qui fait vraiment de l'histoire, des idées et qui nous aide justement à ouvrir nos perspectives, à interroger nos évidences, est disponible en librairie aux éditions La Découverte. Merci. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je rappelle que pour plus de faits actuels sur l'héritage, vous pouvez regarder cette chronique que j'avais réalisée pour Blast il y a peu. Si la discussion vous a plu, vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur les différentes plateformes de streaming et de manière générale, nous soutenir en commentant, partageant et likant cette publication. Enfin, comme toujours, je vous rappelle qu'à Blast, nous sommes un média indépendant. Nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.